la prise de pouvoir du président, enfin des élections du président ghanéen, quand Ibrahim Traoré est venu le féliciter, il était reçu comme un... très bien reçu, la population lui a fait une ovation. Ah oui, mais dans tous les pays africains, s'ils arrivent, ils seront reçus de la même façon. Parce qu'ils représentent un peu ce que veut le continent africain. Cette aspiration à plus de souveraineté et à plus de solidarité entre les États africains. Et l'AES constitue vraiment le laboratoire. Et ce laboratoire-là, tous les Africains sont en observation. Leur réussite sera la réussite du continent, mais leur échec aussi sera vraiment un espoir perdu. Et donc le soutien que la jeunesse apporte, c'est à la hauteur des ambitions et des aspirations des peuples africains. En plus, ces trois pays, on parle de trois pays enclavés, qui ont des des situations sécuritaires et économiques compliquées à la base. Et j'aimerais prendre l'exemple de la situation de défense. On parle de cette zone des trois frontières où les djihadistes, les terroristes passent d'un pays à l'autre, qui avant c'était au fil justement de pour se cacher, et la frontière faisait que les soldats pouvaient pas les poursuivre, alors que maintenant il y a c'est ce qu'on observe, cette force conjointe des trois pays qui commence à avoir des effets. Et oui. Et justement, c'est ça. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à des terribles défis, surtout en matière sécuritaire. Et c'est ensemble qu'on peut mener ce combat-là et gagner ce combat-là. Parce que dès lors que vous avez un pays qui combat, eh bien, il se réfugie dans un autre pays à côté. Et si ce pays-là les héberge ou les nourrit, évidemment, ça constitue des rampes de lancement contre les pays qui se battent. Et donc, cette expérience d'unifier toutes les forces militaires entre ces trois pays constitue un atout majeur dans la mesure où ils sont pourchassés et traqués de partout. Et si les trois pays qu'on dit plus fragiles de l'Afrique de l'Ouest étant de tracer la voie vers la libération du continent africain? Et si le Burkina Faso, le Mali, le Niger étaient en train de devenir des architectes du nouvel ordre africain, souverains, solidaires et affranchis des tutelles occidentales? Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi ces nations qu'on disait enclavées, pauvres et dépendants sont en train de devenir des laboratoires de puissance. Éjection des bases militaires françaises, création des banques d'investissement, raffinage d'or, centrales nucléaires avec la Russie, monnaie soutenue par l'or et, tenez-vous bien, le tout sous les yeux d'une Afrique qui se réveille. Mais attention, ce combat pour la libération et la souveraineté de l'Afrique est aussi un combat invisible. Il faut être conscient de ça. Il y a la pression économique, on a le sabotage des investissements, le sabotage diplomatique et les menaces sécuritaires. Et il faut savoir que derrière ce sourire et cette visibilité que ces leaders africains ont, il faut savoir tout simplement qu'ils sont en train de marcher sur un fil. Certes, ils marchent sur un fil, mais il faut savoir que le continent, tout le continent est derrière eux. Alors, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Installez-vous et regardez la vidéo et vous allez faire votre propre analyse. Parce qu'il faut savoir que ce que vous allez entendre ici, les médias traditionnels ne veulent pas vous raconter tout ça. Donc, installez-vous confortablement parce que vous allez voir dans cette vidéo que je partage avec vous les raisons pour lesquelles vous allez voir l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui se libère. Je reçois aujourd'hui Awa Donmelo, responsable politique ivoirien, mais aussi vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Monsieur Donmelo, bonjour. Bonjour. Alors justement, ces pays du Sahel, en particulier ces pays de l'Alliance des États du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, on voit une certaine initiative originale dans la souveraineté qui commence à faire des émules, il faut bien le dire. Oui, c'est un laboratoire. Pour nous, en Afrique, c'est un vrai laboratoire, non seulement de souveraineté, mais de panafricanisme. Parce que les États ont acquis pratiquement leur souveraineté en chassant les bases militaires françaises, mais se regroupent pour constituer une force, une véritable force. Et donc, pour nous, c'est non seulement un laboratoire de souveraineté, mais un laboratoire de panafricanisme. Et je crois que l'appui que toute la jeunesse africaine apporte à cette expérience-là est à la hauteur des ambitions et des aspirations de tout le continent africain. Alors justement, dites-nous en plus, parce qu'on réalise pas forcément, moi je me rappelle avoir vu au moment la prise de pouvoir du président, enfin des élections du président ghanéen, quand Ibrahim Traoré est venu le féliciter, il était reçu comme un... très bien reçu, la population lui a fait une ovation. Ah oui, mais dans tous les pays africains, s'ils arrivent, ils seront reçus de la même façon. Parce qu'ils représentent un peu ce que veut le continent africain. Cette aspiration à plus de souveraineté et à plus de solidarité entre les États africains. Et l'AES constitue vraiment le laboratoire. Et ce laboratoire-là, tous les Africains sont en observation. Leur réussite sera la réussite du continent, mais leur échec aussi sera vraiment un espoir perdu.
Et donc le soutien que la jeunesse apporte, c'est à la hauteur des ambitions et des aspirations des peuples africains. En plus, ces trois pays, on parle de trois pays enclavés, qui ont des comment dire, des situations sécuritaires et économiques compliquées à la base. Et j'aimerais prendre l'exemple de la situation de défense. On parle de cette zone des trois frontières où les djihadistes, les terroristes passent d'un pays à l'autre, qui avant c'était au fil justement de pour se cacher, et la frontière faisait que les soldats pouvaient pas les poursuivre, alors que maintenant il y a c'est ce qu'on observe, cette force conjointe des trois pays qui commence à avoir des effets. Et oui. Et justement, c'est ça. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à des terribles défis, surtout en matière sécuritaire. Et c'est ensemble qu'on peut mener ce combat-là et gagner ce combat-là. Parce que dès lors que vous avez un pays qui combat, eh bien, il se réfugie dans un autre pays à côté. Et si ce pays-là les héberge ou les nourrit, évidemment, ça constitue des rampes de lancement contre les pays qui se battent. Et donc, cette expérience d'unifier toutes les forces militaires entre ces trois pays constitue un atout majeur dans la mesure où ils sont pourchassés et traqués de partout. Et avec l'assistance technique de la Russie, eh bien, ils ont les équipements de pointe nécessaires pour faire face aux menaces djihadistes. Et donc, je crois que ces deux expériences-là, c'est-à-dire le partenariat stratégique avec la Russie, parce qu'on ne peut pas continuer à se battre avec des flèches, il faut des technologies plus avancées, il faut des services de renseignement assez poussés. L'Afrique n'a pas encore les moyens de se procurer ces technologies et ce type de renseignements. Et donc, une alliance stratégique permet de se doter rapidement des moyens nécessaires pour faire face à ces menaces-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de dépasser le cadre sécuritaire parce que le djihadisme se nourrit de pauvreté. Et donc, on ne peut pas combattre le djihadisme sans mettre en place les structures pour développer l'économie. Ils sont en train de mettre en place une banque d'investissement communautaire qui va permettre non seulement de raffiner l'or et donc d'utiliser l'or comme des réserves et pouvoir lever du financement sur le marché international pour accroître le développement économique de ces pays-là. Et ils sont en train d'utiliser maintenant l'uranium pour en faire des centrales nucléaires pour augmenter la capacité énergétique de tous ces pays-là. Et ils sont en train donc de se préparer pour de grands projets de développement en termes d'infrastructures communautaires, donc d'interconnexion des infrastructures entre ces différents pays-là et de création de pôles de développement industriel pour passer d'une économie primaire à une économie industrielle. C'est très important, vous venez d'évoquer l'énergie, car on sait que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Exactement. Et des sources d'énergie fiables et conséquentes, c'est la première étape. Et le Niger produit, extrait déjà de son sol de l'uranium. Et autant du côté du Burkina Faso que du Niger, on a cette volonté de développer le secteur nucléaire. Exactement. Et il y a déjà des pourparlers avec Rosatom. Il y a beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions, beaucoup de négociations. Ça prendra du temps, certes, mais ça va se réaliser. Et ça permettra de donner un volant en matière de développement industriel, parce que sans énergie, il n'y a pas d'industrie qui tienne. Alors, vous venez d'évoquer le raffinage de l'or. Plus globalement, l'Afrique est un continent riche en matières premières, richissime, on peut le dire. Mais bien souvent, ces matières premières, vous l'avez dit, c'est aussi la faute de la monnaie. Bien, ces matières premières brutes sont exportées vers les pays industrialisés, qui les raffinent, qui les transforment. Et après, si les pays d'Afrique veulent obtenir ces produits transformés, elles le payent le prix fort. Là, il y a un vrai souci. Voilà, c'est ça le défi majeur du développement du continent africain. Comment transformer les matières premières en produits finis? Et ce défi-là ne peut se réaliser que si l'Afrique brise les anciens accords économiques qui les lient, parce que la division internationale du travail est telle que l'époque coloniale avait besoin de matières premières, mais aussi de débouchés. Et donc, c'est cette économie-là qui a été contractualisée sous forme d'accords de coopération. Et donc, l'économie primaire est la conséquence de ces accords-là. Et lorsque ces accords sont brisés et que le pays se met en rang de bataille pour développer son industrie, eh bien, il faut se doter d'une monnaie soutenue par l'or, parce qu'il n'y a pas meilleur argent que l'or. Je vais dire, c'est la monnaie de toutes les monnaies. Or, c'est ce que l'Afrique a. La mère de toutes les monnaies. La mère de toutes les monnaies. Et c'est ce que l'Afrique a en abondance. Donc, il n'y a aucune raison que l'Afrique n'ait pas les moyens de son développement. La seule raison, c'est que jusque-là, notre or fait l'objet de contrats de concession
Et l'or qui est produit va à l'extérieur pour constituer des stocks et des réserves dans d'autres pays. Et l'Afrique n'en bénéficie pas. Mais on l'a vu encore, pour revenir sur l'AES, c'est le Mali et le Niger qui ont revu leur code minier pour qu'ils soient davantage, pour qu'ils contribuent davantage à la richesse nationale. Exactement. C'est la première étape. C'est la première étape. Aujourd'hui, avoir une monnaie solide soutenue par l'or, c'est la première étape du développement. Parce que sans souveraineté monétaire, c'est celui qui donne l'argent qui dicte comment utiliser cet argent-là. Or, les Occidentaux, en donnant l'argent, ne veulent pas créer des concurrents de leur industrie. Ils veulent toujours créer des compléments à leur industrie. Et donc, ils investissent toujours dans les infrastructures et dans l'industrie d'extraction minière et d'achat de matières premières. C'est ce qui les intéresse. Donc si nous n'avons pas cette autonomie, cette souveraineté monétaire-là et souveraineté financière, il est bien évident qu'on n'aura jamais les moyens de notre développement. Un mot sur votre pays, la Côte d'Ivoire. C'est une année importante, une année électorale. Quels sont les enjeux de cette élection? Et je crois que les enjeux sont là. C'est la bataille pour la souveraineté. La Côte d'Ivoire est le pays clé de l'Afrique de l'Ouest, surtout francophone. C'est le moteur de l'Afrique francophone. Et donc, l'avènement de la souveraineté en Côte d'Ivoire va entraîner un extraordinaire développement de la volonté d'intégration des économies ouest-africaines, mais surtout de faire marcher rapidement le développement, c'est-à-dire le passage d'une économie des matières premières à une économie des produits finis, dans la mesure où la Côte d'Ivoire a développé à un point élevé la production de matières premières, que ce soit le cacao, le café, l'EVA, palmier à huile, coton, anacarde, etc. La Côte d'Ivoire a poussé très loin l'économie des matières premières. Et la Côte d'Ivoire est le seul pays qui a la capacité aujourd'hui, avec les richesses créées, de faire ce grand bond en avant. Et donc, la conquête de la souveraineté va permettre de réaliser ce grand bond en avant et d'être la locomotive de toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Et en partenariat avec le Nigeria, eh bien, ça va faire exploser économiquement toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'Afrique centrale et les autres pays africains. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays davantage développé, qui a déjà des industries de transformation, et vous venez de le dire, c'est un des moteurs de cette partie de l'Afrique. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un taux de croissance moyen de 7%. Ça veut dire que c'est l'un des taux de croissance les plus élevés. Mais quels sont les bénéficiaires de cette croissance? Justement, c'est ceux qui apportent l'argent qui en bénéficient. Et donc la Côte d'Ivoire croît en termes de création de richesse, mais la population s'appauvrit parce que ceux qui créent la richesse, eh bien, les facteurs de création de cette richesse sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, comment faire de cette croissance-là, eh bien, un développement, un facteur de développement? C'est-à-dire, comment partager la création de richesses? Eh bien, il n'y a que la souveraineté économique qui puisse permettre de partager cette richesse-là et donc de passer de la croissance au développement. Alors, en conclusion de cette vidéo, j'aimerais dire tout simplement que le vent de la souveraineté souffle à nouveau sur l'Afrique de l'Ouest. Ce que construisent aujourd'hui les trois pays de l'AES, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger, n'est pas seulement qu'une alliance sécuritaire, une alliance militaire. Pas du tout. C'est au-delà de cette alliance militaire-là. C'est une sorte de déclaration d'une nouvelle indépendance face à un système qui a longtemps asphyxié le continent. Et là, avec ces trois leaders, ils ne sont plus en train de demander les permissions pour prendre eux-mêmes leurs propres décisions. Ils construisent, ils innovent, ils résistent. C'est ça, la résistance. Résistance pour ce qu'ils veulent, pour leur indépendance, pour leur souveraineté. Ils ne veulent plus tendre la main, ils veulent juste tendre un plan. Un plan audacieux, un plan panafricain, un plan qui va s'enraciner dans les richesses africaines. Oui, dans les richesses africaines pour un avenir meilleur aux populations africaines. Et j'ai envie de dire aussi que ceux qui pensaient que l'Afrique n'allait pas se réveiller, je pense que là, aujourd'hui, ils peuvent changer de discours. Oui, ils doivent bien s'ouvrir les yeux car aujourd'hui, la génération de la résignation est morte. La nouvelle génération est là et elle ne faiblira point. Et c'est l'heure de la reconquête. C'est la fin de la vidéo. Alors partage cette vidéo si toi aussi tu refuses de voir ton continent pillé, maltraité, bradé et réduit en silence. Abonne-toi, active la cloche de notification et n'hésite surtout pas à réagir en commentaire. Moi, c'est Larry Yaman, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te parlent, c'est comme je te l'ai dit, tu es la bienvenue et on se dit à la prochaine.